J'attendais un bébé quand je me suis présentée au bureau de mon mari pour le surprendre seulement pour le voir dans les bras d'une autre femme. Je n'ai rien dit, je me suis retournée et je suis partie. Quand il est finalement rentré, tout avait disparu. Il pensait que je me reposais dans la chambre, mais j'étais en fait en train de charger les derniers meubles dans un camion de déménagement. Quand il rentrera de son voyage d'affaires avec sa maîtresse, il trouvera une maison complètement vide et un dossier de divorce signé sur le sol de la cuisine. Être enceinte ne m'a pas rendue faible. Cela m'a rendue calculatrice. 3 mois plus tôt, à travers les stores à moitié ouverts de son bureau, je l'ai vu envelopper ses bras autour d'une femme qui n'était pas moi. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis retournée, suis rentrée à la maison et lui ai préparé son dîner préféré ce soir-là. Je m'appelle Pauline Dubois. J'ai 31 ans. Et quand j'ai eu terminé, mon mari n'avait plus de maison, plus de mariage, ni une seule réponse pour la fille qu'il était sur le point de rencontrer. Enceinte de 22 semaines, je me suis rendue au bureau de François avec une nouvelle échographie dans mon sac. Il avait manqué le rendez-vous ce matin-là. Un appel d'urgence dont il n'avait pas pu se libérer. Je voulais le surprendre, lui montrer le visage de notre fille sur le petit écran gris. Ses stores étaient à moitié ouverts. Je l'ai vu avant d'atteindre la porte. Il avait la main sur la nuque d'une femme. Elle avait le front contre sa poitrine. Aucun des deux n'a bougé pendant une longue seconde. Aucun des deux ne m'a vu debout là avec une échographie à la main. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas prononcé son nom. Je me suis retournée et suis retournée à ma voiture. Je suis restée sur le parking pendant 11 minutes, assez longtemps pour mémoriser son visage. Assez longtemps pour la voir sortir 10 minutes plus tard, riant à quelque chose sur son téléphone, des clés de voiture tournant à son doigt. Je l'ai suivie à l'intérieur à pied, avec désinvolture, comme si j'appartenais à cet endroit, et j'ai lu la plaque signalétique sur le mur de son box. Claire Dupont, coordinatrice marketing, embauchée il y a 8 mois. Et ce n'était que la première chose que j'ai découverte cette année-là. Je suis rentrée à la maison. J'ai préparé le dîner. Poulet riz, les haricots verts qu'il aimait. Quand François est rentré à 19h en riant, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Longue, a-t-il dit. Réunion ennuyeuse tout l'après-midi. Il m'a embrassé le front et a demandé ce qu'il y avait pour le dîner comme si c'était n'importe quel autre mardi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai rempli son verre d'eau et lui ai posé des questions sur ses réunions ennuyeuses pendant 10 minutes de plus. C'était la première fois que je comprenais quelque chose sur moi-même. Je pouvais m'asseoir en face du mensonge et dîner avec lui. Le lendemain matin, j'ai sauté ma discussion sur les vitamines prénatales et j'ai appelé un numéro que j'avais mis en favori 2 jours plus tôt, avant même de savoir pourquoi. Paul, droit de la famille, centre-ville de Montaigne. La meilleure avocate en divorce des 3 départements, d'après toutes les critiques que j'avais lues à 2h du matin après que François ait commencé à travailler tard 3 soirs par semaine. J'ai besoin d'une consultation, j'ai dit à son assistante. Quelque part où il ne verra pas le rendez-vous. Paul m'a rencontrée dans un café au lieu de son bureau. Intelligente, prudente. Pas de traces écrites dans son agenda ni dans le mien. Elle avait peut-être la cinquantaine, une mèche grise dans les cheveux, un bloc-notes déjà sorti avant que je ne m'asseye. Racontez-moi tout, a-t-elle dit. Commencez par l'argent. Je lui ai parlé des comptes joints. La maison payée il y a 2 ans à nos 2 noms. Le compte d'épargne que François gérait et que je n'avais pas examiné de près depuis plus d'1 an, elle a écrit vite. Elle n'a pas scié à tout cela jusqu'à ce que je mentionne le nom de Claire Dupont. Affaire de bureau, a dit Paul. Courant, aussi facile à prouver si vous êtes patiente. Je ne veux pas l'affronter, ai-je dit. Pas encore. Bien, a-t-elle dit. La confrontation est pour les gens qui ne veulent pas gagner. C'est à ce moment-là que le plan a commencé. Non pas avec de la colère, mais avec un bloc-notes et une femme qui n'a pas bronché. François, pendant ce temps, a empiré. Pas plus prudent, pire. Il a complètement cessé de poser des questions sur mes rendez-vous chez le médecin. Je rentrais d'une échographie avec de nouvelles photos,
et il les regardait pendant 2 secondes avant de retourner à son téléphone. Quand je lui ai dit que le médecin voulait que je me repose davantage au 3e trimestre, il a ri. Où d'autre irais-tu ? A-t-il dit, tu es enceinte de 7 mois. Ce n'est pas comme si tu courais un marathon. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il a haussé les épaules et a dit que j'étais sensible, hormonale. 2 nuits plus tard, il est rentré en sentant un parfum qui n'était pas le mien. Je lui ai posé la question. Il a dit que la climatisation du bureau était en panne et que tout le monde était entassé dans une seule salle de conférence toute la journée. Je n'ai rien dit. J'ai noté la date dans un carnet que Paul m'avait dit de cacher derrière les livres de maternité sur ma table de nuit. La semaine suivante, j'ai trouvé une facture d'hôtel sur un relevé de carte. Il pensait que je ne vérifiais jamais. 220 € un mardi alors qu'il me disait qu'il était à un dîner de travail en ville. J'ai photographié le relevé avec mon téléphone et l'ai envoyé par SMS à Paul. Pas de commentaire, juste la photo. Elle a répondu un mot. Bien. François a commencé à traiter la maison comme une chambre d'hôtel dont il partait. Il laissait la vaisselle dans l'évier pour que je la trouve. Des serviettes mouillées sur le sol de la salle de bain 3 jours de suite, comme s'il s'attendait à ce qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Il rentrait à 23 h, puis à minuit, puis pas du tout. Un jeudi, il a envoyé un message, « Je reste chez Marc. Ne me réveillez pas sans explication sur qui était Marc. » Je n'ai pas demandé qui était Marc. J'avais déjà un nom. Ce n'était pas celui de Marc. J'ai rencontré Paul à nouveau la semaine suivante, cette fois à son bureau, programmé exactement autour d'un rendez-vous prénatal que François ne prenait plus la peine de demander. Nous avons examiné chaque compte, chaque carte, chaque virement qu'il avait effectué au cours des 18 derniers mois et qui ne correspondait pas. Il y avait un schéma. De petits retraits, de l'argent liquide toutes les 2 semaines remontant à près d'1 an, des dîners facturés à une carte que je n'utilisais pas, un compte de fidélité hôtelier à son nom que je n'avais jamais vu avec 6 jours enregistrés au cours des 4 derniers mois seulement. Il a été négligent, a dit Paul, tapotant l'imprimé. La négligence est bonne pour nous. Que dois-je faire de tout ça ? J'ai demandé. Rien encore, a-t-elle dit. Vous attendez, vous documentez, et vous commencez à réfléchir à la façon de le faire quitter cette maison sans un combat qui traîne pendant 2 ans pendant que vous élevez un nouveau-né seul. Je lui ai demandé à quoi cela ressemblerait. Elle m'a regardé un instant comme si elle décidait si je pouvais gérer la réponse. Cela ressemble à un jour où il rentre à la maison, a-t-elle dit. Et il n'y a plus rien à se disputer. Je ne comprenais pas encore ce qu'elle voulait dire. Pas entièrement, mais je l'ai quand même écrit, souligné 2 fois, juste sous le nom de Claire Dupont et la date à laquelle j'ai vu sa main dans celle de François pour la première fois. Cette nuit-là, François est rentré tard à nouveau, a laissé sa veste par terre au lieu de la mettre sur le cintre près de la porte, et a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. Je lui ai dit que je n'avais rien préparé. Il a soupiré comme si j'avais personnellement gâché sa soirée et a commandé une pizza pour lui seul. Il ne m'a pas offert une tranche. Enceinte de 7 mois, il a mangé au comptoir debout en faisant défiler son téléphone pendant que j'étais assise à table avec un verre d'eau et un dossier de preuves grandissant dont il ignorait l'existence. 2 jours plus tard, je l'ai surpris sur le porche, la voix basse, riant de quelque chose. Je me suis tenue juste à l'intérieur de la porte moustiquaire et j'ai écouté. Elle va bien, disait-il. Elle ne se doute de rien. Croyez-moi, il ne parlait pas à un collègue d'un projet. Je savais déjà à qui il parlait. J'ai fermé la porte doucement et je suis retournée vider le lave-vaisselle comme si je n'avais rien entendu. C'est cette nuit-là que j'ai décidé que le dossier dont Paul avait parlé n'était plus seulement une métaphore. Je le voulais réel. Tapé, signé, posé sur le sol de la cuisine dans une maison vide, l'attendant pour qu'il lise chaque page seul. François a commencé à oublier des choses. Pas des choses réelles, des choses pratiques. Il a oublié l'anniversaire du jour où nous avons acheté la maison. Il a oublié que j'avais un rendez-vous pour une échographie de croissance un mercredi et a programmé un déjeuner d'équipe à la place. Quand je le lui ai rappelé la veille, il a dit, ce n'est qu'une échographie. Pauline, tu en as eu 6.
J'y suis allée seule. L'assistante de Paul m'a envoyé 2 SMS ce jour-là, les 2 fois, concernant des papiers. François m'a envoyé 0 SMS. Ce week-end-là, il a organisé une soirée poker pour 4 de ses amis de travail sans me demander d'abord. Je l'ai découvert quand 6 hommes sont arrivés à 19h avec de la bière et une glacière. Enceinte de 7 mois, moi, répondant à la porte en jogging. François a salué du canapé. Prends-nous juste des collations quand tu en auras l'occasion, chérie. Je ne leur ai pas pris de collation. Je suis montée et j'ai fermé la porte de la chambre. Il est monté à minuit sentant la bière et la cigarette. Il a juré qu'il ne fumait plus et s'est plaint que je l'avais embarrassé en ne descendant pas saluer les gars. L'un d'eux connaît Claire, a-t-il dit. Du bureau. Tu l'aimerais bien. Je suis restée très immobile dans le noir. J'adorerais la rencontrer un jour, ai-je dit. Il n'a pas remarqué que ma voix était plate. Il ne l'a jamais fait. Le lendemain matin, il restait cette bouteille de bière sur la table basse. Des miettes de chips incrustées dans le tapis et une marque de brûlure sur la table d'appoint où quelqu'un avait posé une cigarette. François est parti travailler sans toucher à rien. J'ai photographié le désordre avant de le nettoyer. Une autre entrée pour le dossier que Paul ne cessait de me dire de construire. J'ai rencontré Paul à nouveau 2 jours plus tard, cette fois sous l'excuse d'un cours de préparation à l'accouchement. François n'avait de toute façon aucun intérêt à y assister. Nous étions assises dans sa voiture dans un parking souterrain. Moteur éteint, chauffage allumé contre le froid. Il a invité 6 amis de travail, je lui ai dit. L'un d'eux connaît Claire et n'a rien dit à sa propre femme. Paul n'a pas scié. Obtenez les noms, a-t-elle dit. Si cette femme ne sait pas, elle pourrait vous parler avant que tout cela ne soit terminé. Les conjoints lésés se parlent. Je ne fais pas ça pour blesser ses amis. J'ai dit, vous ne les blessez pas, a dit Paul. Vous constituez un dossier. Ce que les amis font de ce qu'ils apprennent n'est pas votre affaire. C'était la première fois que j'hésitais à faire ce que Paul me disait. Je lui ai demandé directement si tout cela la dérangeait, de monter des dossiers sur des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient surveillés. Elle m'a regardé longuement. Cela m'a dérangé pendant les 2 premières années, a-t-elle dit. Puis j'ai commencé à rencontrer les maris. Maintenant, ça ne me dérange plus. Je n'ai pas insisté. J'ai quand même écrit le nom de la femme du collègue. Denise. Je ne l'ai pas appelée. Pas encore. 2 nuits plus tard, François est rentré avec une nouvelle montre. Cher, le genre qu'il ne s'achèterait jamais sans raison. Quand je lui ai posé la question, il a dit que le travail lui avait donné une prime pour avoir conclu un gros compte. J'ai vérifié notre relevé joint ce soir-là pendant qu'il prenait sa douche. Pas de dépôt de prime. Au lieu de cela, un retrait de 1 900 € d'un compte que je pensais n'être utilisé que par mois pour le fonds d'ameublement du bébé. Je ne l'ai pas confronté. J'ai photographié le relevé et l'ai envoyé à Paul avec une seule ligne. L'argent de la chambre d'enfant lui a acheté une montre. Elle a répondu en 1 minute. Gardez-le. C'est une bonne. Le lendemain, j'ai ouvert le placard pour prendre son sac de sport et j'ai trouvé un reçu pour un hôtel dans une ville voisine. Daté du week-end de la soirée poker. Service en chambre facturé à la chambre, 2 plateaux. Je me suis assise sur le bord du lit, tenant ce reçu pendant longtemps, sans pleurer, juste assise. Ma main reposait à plat sur mon ventre. Et pendant 1 seconde, j'ai pensé à quel point j'étais proche de descendre et de lui jeter toutes les assiettes de la cuisine à la tête. Je ne l'ai pas fait. J'ai mis le reçu dans un dossier dans le garage derrière les pots de peinture où il ne regardait jamais. Ce vendredi-là, François m'a dit qu'il voulait organiser un baby moon, voyage prénatal. Un vrai voyage, a-t-il dit avant l'arrivée du bébé. Juste nous 2. Il a choisi un complexe à 3 heures de route, a réservé des vols, m'a montré la confirmation sur son téléphone comme s'il était fier de lui. Tu le mérites, a-t-il dit. Avant que les choses ne deviennent folles. J'ai souri et les remercié. À l'intérieur, quelque chose s'est mis en place, bien que je ne comprenais pas encore exactement quoi.
J'ai envoyé un SMS à Paul ce soir-là. Il nous a réservé un voyage de 3 jours. Je pense qu'il veut un alibi plus qu'il ne me veut là. La réponse de Paul est venue rapidement, où il veut une fenêtre pour disparaître. Dans tous les cas, gardez les dates. N'annulez rien encore. 10 jours avant le voyage, François est rentré et m'a dit que son équipe avait besoin de lui pour une urgence client la même semaine. Il devrait repousser le voyage prénatal. Peut-être l'annuler entièrement. Peut-être que je pourrais quand même y aller sans lui si je voulais. Tu as payé les 2 billets, ai-je dit. J'obtiendrai un remboursement, a-t-il dit, déjà à moitié monté, téléphone contre l'oreille, riant de quelque chose que quelqu'un à l'autre bout du fil avait dit. J'étais debout dans la cuisine, tenant une spatule, le dîner à moitié cuit, l'écoutant, riant dans son téléphone à propos d'une urgence client qui ne ressemblait à aucun client que je connaissais. Je ne lui ai pas dit un mot ce soir-là. J'ai appelé Paul depuis la salle de bain avec le ventilateur allumé pour qu'il n'entende pas. Il annule le voyage, ai-je dit. Il dit que le travail a besoin de lui. Intéressant, a dit Paul. Demandez-lui où, avec désinvolture. N'insistez pas. Le lendemain matin, autour d'un café, j'ai demandé à François où se trouvait son client d'urgence. Il a dit la côte. Vague, distrait, déjà en train de prendre ses clés. J'ai demandé quelle côte. Il a dit qu'il devait y aller. Il m'a embrassé le front et est parti sans répondre. Cet après-midi-là, j'ai trouvé le véritable itinéraire, par un voyage client, un vol vers le même complexe qu'il avait initialement réservé pour nous. Même date, une place sous son nom, et une sous un nom que je n'ai reconnu qu'après l'avoir cherché, Claire Dupont. Il emmenait sa maîtresse au voyage prénatal qu'il avait prévu pour sa femme enceinte. Je suis restée assise avec mon ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine pendant près de 20 minutes sans bouger. Puis j'ai appelé Paul. Il l'emmène, ai-je dit. Le même voyage exact, le même complexe exact. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis Paul a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Ce ne sont pas de mauvaises nouvelles, Pauline. C'est votre fenêtre. 3 jours confirmés. Aucun moyen pour lui de vérifier la maison. Vous vouliez savoir à quoi cela ressemble quand il rentre chez lui et ne trouve rien. Maintenant, vous savez exactement quand. J'ai regardé mon ventre. Le bébé a donné un coup de pied fort juste sous mes côtes comme si elle était d'accord. Dis-moi quoi faire, ai-je dit d'abord. Paul a dit, vous avez terminé l'inventaire. Chaque article de cette maison, chaque compte, chaque actif, nous avons besoin qu'il soit hermétique avant de toucher une seule boîte. J'ai passé les 4 nuits suivantes après que François se soit endormi, à parcourir pièce par pièce avec l'appareil photo de mon téléphone, à photographier les meubles, les appareils électroménagers, les bijoux, tout ce qui avait un reçu ou un numéro de série. J'ai recoupé cela avec les relevés bancaires que Paul avait déjà signalés, associant les achats au compte, construisant une feuille de calcul qui me donnait des nausées chaque fois que j'ajoutais une nouvelle ligne. François n'a jamais rien remarqué. Il était trop occupé à faire sa valise pour un voyage qu'il m'avait dit être à Lyon, à conclure un accord qui n'existait pas avec une femme dont le nom était déjà dans un dossier derrière les pots de peinture de mon garage. 3 nuits avant son départ, il s'est assis en face de moi à dîner et a tendu la main pour prendre la mienne. Je sais que j'ai été distrait, a-t-il dit. Une fois que cet accord sera conclu, je promets que les choses reviendront à la normale. Je l'ai laissé tenir ma main juste le temps qu'il finisse cette phrase. Puis j'ai repris ma fourchette et lui ai demandé de passer le sel. Il n'avait aucune idée que la normalité ne reviendrait jamais. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait de l'autre côté de ce vol. 2 nuits avant que François ne parte pour son voyage à Lyon, il m'a demandé de l'aider à emballer une housse de vêtements. Non pas parce qu'il avait besoin d'aide, mais parce qu'il voulait un public. Pendant qu'il pliait une chemise que je ne l'avais jamais vue porter pour une réunion client auparavant. Sois, cher. Le genre de chemise qu'un homme achète pour une femme, pas pour une salle de réunion. Nouvelle chemise ? J'ai demandé. Besoin de quelque chose pour le dîner de clôture ? A-t-il dit, sans lever les yeux. J'ai zippé le sac pour lui et lui ai dit de faire bon voyage.
Il m'a embrassé le front en sortant le lendemain matin, m'a dit de ne pas l'attendre pour ses appels car le service était mauvais au complexe, et m'a rappelé d'arroser la plante sur le porche. Puis il a reculé de l'allée, en sifflant. J'ai regardé sa voiture disparaître au coin de la rue. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Paul. Il est parti, ai-je dit. Bien, a-t-elle dit. Maintenant, nous allons vite. J'ai besoin de vous à mon bureau dans 1 heure. Apportez toutes les photos, tous les relevés, tout ce qui se trouve dans ce dossier du garage. J'ai conduit jusqu'à Montaigne avec une boîte de banquier sur mon siège passager, mes mains fermes sur le volant d'une manière qui m'a surprise. La parajuriste de Paul m'a accueilli à la porte et m'a conduite directement à une salle de conférence où 3 ans de négligence de François étaient étalés sur une table en piles soigneusement étiquetées. C'est plus que suffisant, a dit Paul, feuilletant les pages. Infidélité, mauvaise gestion financière, un schéma documenté de négligence pendant une grossesse à haut risque. Nous déposerons une demande de divorce et des protections de garde d'urgence la semaine même de son retour. Qu'en est-il de la maison ? J'ai demandé. Paul a posé son stylo. La maison est à vos 2 noms. Vous avez tout le droit légal de retirer vos biens d'une maison que vous possédez conjointement. Ce que vous faites cette semaine n'est pas du vol. C'est une femme qui déplace sa propre propriété. Je lui ai demandé directement si c'était vraiment légal, d'engager une équipe, de vider toute la maison pendant qu'il était à 3 départements de distance avec une autre femme, sans se douter de rien. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Chaque article qui quitte cette maison aujourd'hui vous appartient ou a été acheté avec des fonds communs, a-t-elle dit. J'ai demandé à une parajuriste de photographier et d'enregistrer chaque article de votre inventaire par rapport au registre de propriété pendant 2 semaines. Ce n'est pas de la vengeance, Pauline. C'est une séparation légale de biens. Exécutez-la selon votre calendrier et non le sien. C'était suffisant pour moi. J'ai signé la pétition. Paul a glissé la feuille sur la table, ma main tremblant légèrement sur la dernière ligne. À partir de là, tout a bougé comme une machine que je ne savais pas avoir construite. Paul avait déjà sélectionné une entreprise de déménagement dans une ville voisine, spécialisée dans les travaux discrets et rapides, payés en espèces à l'avance. La propriétaire, une femme nommée Renata, m'a rencontré dans un restaurant cet après-midi-là pour discuter de la logistique. Pas de papier au nom de François. Pas de mets de confirmation sur lesquels il pourrait tomber. Maison entière, 3 chambres, un box de stockage pour tout ce qui ne rentre pas dans le nouveau logement, a dit Renata, parcourant ma liste. Nous pouvons commencer demain à 6 heures du matin et avoir terminé avant la tombée de la nuit. Vous avez déjà fait ça, ai-je dit. Plus que vous ne le pensez, a-t-elle dit, sans méchanceté. La plupart des femmes n'attendent pas d'être enceintes de 7 mois pour comprendre. Vous êtes plus intelligente que la plupart de mes clientes. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tendu le dépôt dans une enveloppe et les remercié. Cette nuit-là, seule dans la maison pour la première fois depuis des années, j'ai parcouru chaque pièce lentement, non pas pour dire au revoir, mais pour faire une dernière liste, la lampe du salon qui était celle de ma grand-mère. Le fauteuil que François avait apporté de son appartement de célibataire et que j'avais détesté pendant 6 ans et que j'emportais enfin avec moi par pure vengeance. Mon téléphone a vibré. Un SMS de François. Une photo d'une piscine d'hôtel, au bleu, palmier, personne dedans. J'aurais aimé que tu sois là, disait la légende. J'ai regardé la photo longtemps. Puis j'ai regardé l'imprimé de la réservation dans mon dossier, celui avec 2 noms dessus, le sien et celui de Claire. Même date, même complexe, une piscine qui ressemblait exactement à celle de sa photo. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai finalement fait, j'ai écrit, ça a l'air magnifique. Repose-toi bien. Il a répondu par un emoji cœur, puis plus rien pendant 6 heures. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5 heures, j'ai préparé du café que je n'ai pas bu, et je me suis tenue à la fenêtre avant, regardant le réverbère. À 6h04, un camion de déménagement de la taille d'un petit immeuble s'est garé dans l'allée. Renata a frappé 2 fois et j'ai ouvert la porte à une équipe de 8 personnes déjà en train d'enfiler des gants. Expliquez-moi le plan, ai-je dit. Chambre principale en premier, car c'est ce qui prend le plus de temps,
a dit Renata. Salon et cuisine ensuite, la chambre d'enfant en dernier, car vous avez dit que vous vouliez l'emballer vous-même. J'ai hoché la tête. Mes mains ne tremblaient plus. À 7 heures du matin, la chambre était réduite à des murs nus, le matelas parti, la commode partie, le placard dépouillé de tout sauf quelques chemises de François que j'avais laissé pendre délibérément comme une note. À 8 heures, le salon était une boîte vide de parquet et de soleil, le canapé, la télévision et toutes les photos encadrées de nous deux chargées dans le camion. L'un des déménageurs a trouvé une boîte de vieux albums photos dans le placard du couloir, datant d'avant le mariage, et a demandé si elle allait ou restait. Elle va, ai-je dit. Tout ce qui est à moi part. Il n'a pas discuté. Il l'a emporté. Vers 10 heures, mon téléphone a sonné. Pas François. Sa mère, Danielle, appelant pour les plans de la fête prénatale du mois suivant. Tout va bien, ma chérie, a demandé Danielle quand j'ai répondu, ma voix tendue à force de diriger les meubles à travers une porte. Tu as l'air occupé. Juste en train d'organiser, ai-je dit. Je te rappelle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse demander ce que j'organisais. Danielle ne savait pas encore. Personne ne savait, sauf Paul et 8 inconnus en polos assortis travaillant dans ma cuisine comme une équipe chirurgicale. À midi, la cuisine était réduite à des comptoirs nus. Tous les appareils emballés, même les ampoules dévissées et emballées dans du papier journal à la suggestion de Renata. Certains clients aiment laisser la maison complètement sombre, a-t-elle dit. Ça en dit plus que les mots. Je lui ai dit de le faire. Chaque ampoule, chaque pièce. À 1 heure, j'ai arrêté l'équipe pour le déjeuner et j'ai parcouru la chambre d'enfant seule. Je leur avais dit que je voulais l'emballer moi-même et je le pensais. J'ai plié chaque petit body à la main, j'ai emballé le mobile qui pendait au-dessus du berceau dans du papier bulle comme s'il était en verre. J'ai rangé les échographies dans une petite boîte à souvenirs. Les mêmes photos que François avait regardées pendant 2 secondes avant de retourner à son téléphone. Je me suis assise sur le sol de la chambre d'enfant vide pendant exactement 1 minute avant que Renata ne frappe et me demande si j'étais prête à continuer. Prête, ai-je dit, et j'ai repris le travail. À 3 heures, l'équipe s'est rendue au garage, vidant les outils, le congélateur supplémentaire, des cartons de choses que François avait promis de trier pendant des années et qu'il n'avait jamais fait. L'un d'eux a trouvé le dossier derrière les pots de peinture. Reçu d'hôtel, reçu de montre, l'imprimé avec le nom de Claire Dupont dessus, et a demandé si cela devait aller dans une boîte. Celui-là vient avec moi personnellement, ai-je dit, et je l'ai glissé dans mon sac. À 16h30, la maison était une coquille vide. Les pas résonnaient. Ma voix rebondissait sur les murs nus lorsque j'ai appelé Renata à propos des dernières boîtes dans le couloir. À 17h, le camion est parti, ma nouvelle adresse écrite sur un bout de papier dans la poche de Renata. Je suis restée seule dans le salon vide un instant, n'écoutant rien. Pas de bourdonnement du réfrigérateur, pas de tic-tac de l'horloge murale déjà emballée, juste ma propre respiration, et le bébé qui bougeait en moi comme si elle sentait aussi le silence. J'ai vérifié mon téléphone. Le vol de François atterrissait le lendemain matin à 11h. Il me restait 18 heures et une dernière chose à faire avant que cette maison ne cesse d'être la mienne. J'ai d'abord conduit jusqu'au nouveau logement, une petite maison louée de l'autre côté de Montaigne que Paul m'avait aidé à louer sous mon nom de jeune fille 3 semaines plus tôt. Et j'ai regardé l'équipe de Renata commencer à décharger le camion dans des pièces qui seraient à nouveau pleines avant minuit. Puis je suis retournée à la maison vide une dernière fois, un seul dossier à la main, et je me suis agenouillée sur le sol nu de la cuisine pour le déposer exactement là où il le verrait en premier. Le vol de François a atterri le lendemain matin à 11h. Je le sais parce que sa localisation, toujours partagée depuis une application qu'il avait oublié de désactiver, le montrait en train de se diriger vers la porte d'embarquement pile à l'heure. J'étais à 3 kilomètres de là, assise dans ma nouvelle cuisine, déballant une boîte de tasses, l'équipe de Renata étant partie depuis longtemps, et le mobile du bébé déjà accroché au-dessus du berceau dans la pièce d'à côté. Mon téléphone était posé face visible sur le comptoir. Je le regardais au lieu de la boîte devant moi. À 12h47, il a sonné. François. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Pauline.
Sa voix était étrange. Faible. Pauline, où est tout? Où est quoi? J'ai dit. La maison, a-t-il dit. Les meubles. Tout est parti. Il n'y a rien ici. Que s'est-il passé? Avons-nous été cambriolés? As-tu appelé la police? Je n'ai pas appelé la police, ai-je dit. Il y a un dossier sur le sol de la cuisine. Tu devrais le lire. Silence au bout du fil. Puis j'ai entendu le papier. Le bruit de lui qui s'accroupit, déchirant le dossier. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il dit, sa voix montant. Une demande de divorce. Pauline, c'est quoi ce bordel? La page 2 contient la demande de garde, ai-je dit. La page 4 contient les photos de ton bureau. La page 6 contient les reçus d'hôtel. Je commencerai par le début si j'étais toi. Tu as fouillé mes affaires. Tu m'as fait enquêter. Je me suis informé, ai-je dit. Il y a une différence. Il a commencé à crier ensuite, quelque chose sur le fait que je ne pouvais pas tout prendre. Que la maison était à moitié à lui, que je n'avais aucun droit. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit que les déménageurs avaient photographié et enregistré chaque article par rapport au registre de propriété pendant 2 semaines et que Paul serait heureuse de lui expliquer la documentation. Pauline, a-t-il répété. Tu as planifié ça. Depuis combien de temps, Pauline? Depuis combien de temps ça dure? Depuis aussi longtemps que toi et Claire, ai-je dit, et j'ai raccroché. Il a rappelé 4 fois dans les 10 minutes suivantes. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Au 5e appel, j'ai décroché juste assez longtemps pour l'entendre prononcer mon nom avant de poser le téléphone face contre le comptoir et de retourner déballer les tasses. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un problème différent. Netflix me demandait si je voulais supprimer un appareil qui venait d'essayer de se connecter depuis un emplacement inconnu. J'ai appuyé sur « Supprimer l'application ». Puis l'application du thermostat intelligent a sonné. Une tentative de connexion depuis le téléphone de François, automatiquement refusée puisque j'avais changé le compte à mon nom ce matin-là. Le moment de bloquer dès l'atterrissage de son vol. Puis le stockage cloud partagé. Puis l'application de carte de crédit conjointe affichant un avis de refus pour un paiement dans un bar d'aéroport. 10 minutes, 4 systèmes. Un homme debout dans une maison vide. Réalisant qu'il n'avait accès à rien, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu avec prudence. Pauline, c'est Daniel. La mère de François, essoufflée, relayant clairement quelque chose de seconde main. François vient de m'appeler en larmes. Il dit que tu as vidé toute la maison. Est-ce vrai? C'est vrai, ai-je dit. Pauline, il est enceinte de 7 mois. Tu es enceinte de 7 mois. Pourquoi ferais-tu une chose pareille à un homme? Demandez-lui pour Claire Dupont, ai-je dit. Demandez-lui pour l'hôtel dans la ville voisine. Demandez-lui pour le voyage prénatal qu'il a fait sans moi. Il y a eu une longue pause. De quoi parles-tu? Demandez-lui, ai-je répété et j'ai mis fin à l'appel avant que Daniel ne puisse argumenter. Je me suis senti mal pendant exactement 4 secondes. Puis je me suis souvenu de chaque échographie que François avait ignorée et le sentiment est passé. 1 heure plus tard, François a appelé d'un numéro différent, le téléphone d'un collègue. Peut-être parce que sa propre ligne continuait d'être refusée maintenant que le plan partagé avait été divisé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal plus calme cette fois, presque suppliant. Pauline, c'est insensé. Le message vocal disait, tu ne peux pas m'effacer de ma propre vie. Je me battrai. Je prendrai mon propre avocat. Tu penses qu'un dossier par terre me fait peur? Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Cet après-midi-là, Paul a appelé avec une mise à jour. François s'était présenté à son bureau sans préavis, exigeant de la voir, refusant de quitter le hall jusqu'à ce que la sécurité du bâtiment lui demande de le faire. Il n'était pas content, a dit Paul. Il a dit à ma réceptionniste que vous l'aviez tendu un piège.
Je lui ai dit de demander à son avocat de contacter mon bureau. Il n'avait pas encore d'avocat. Il n'a pas aimé l'entendre. Qu'a-t-il dit? Il a dit, et je cite, « Elle ne peut pas me faire ça, point. » Je lui ai dit, « Vous l'avez déjà fait, point. » J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Cela m'a surprise de voir à quel point ça faisait du bien. Le soir, François avait apparemment appelé directement l'entreprise de déménagement de Renata, essayant d'obtenir des informations sur l'endroit où ses affaires étaient allées. Renata m'a appelé pour vérifier avant de dire quoi que ce soit. Il menace d'appeler la police. Il dit que c'est du vol, m'a-t-elle dit. Je lui ai dit que chaque article est enregistré par rapport au registre de propriété que l'avocate de sa femme a en dossier, et que s'il veut déposer une plainte, l'agent intervenant demandera à voir ces registres aussi. Il m'a raccroché au nez. Merci, ai-je dit. Ne me remerciez pas, a dit Renata. C'est un mardi ordinaire pour moi. À 20h ce soir-là, ma sonnette a retenti. Pas à la nouvelle maison. François n'avait pas encore cette adresse, mais un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. Une photo du salon vide de notre ancienne maison, avec la légende, Pauline, revient. On peut arranger ça. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre SMS, je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Tes parents? Mes parents? Tout le monde saura que tu as fait ça à un homme enceinte. J'ai lu cette ligne 2 fois et j'ai posé le téléphone sur le comptoir, riant à nouveau, plus doucement cette fois. À 21h, Claire Dupont m'a envoyé un SMS. Je ne savais même pas qu'elle avait mon numéro avant que le message n'arrive. Je pense que nous devrions parler. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai fixé ce message longtemps. Puis j'ai répondu 4 mots. Je ne pense rien. Je sais. Elle n'a plus répondu après cela. J'ai découvert plus tard par une connaissance commune qui travaillait dans le même bâtiment que Claire avait passé cette même soirée à répondre à un appel téléphonique très différent de Denise, la femme du collègue qui avait organisé cette soirée poker. Lui demandant depuis combien de temps son mari était au courant de François et Claire, et n'avait rien dit. Au moment où j'ai éteint les lumières de ma nouvelle chambre cette nuit-là, François avait appelé 9 fois, envoyé 16 SMS et un email à une adresse que j'avais déjà cessé de consulter. Paul m'a envoyé un seul message avant que je ne m'endorme. Il prendra un avocat d'ici jeudi. Quand il le fera, tout ce que nous avons construit tiendra. Dormez. Vous l'avez mérité. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le matin, mon téléphone affichait 4 appels manqués d'un numéro inconnu et un message vocal de François. Sa voix était cassée et différente de tout ce que je lui avais entendu auparavant. Pauline, disait le message vocal, j'ai perdu mon emploi aujourd'hui. Quelqu'un au bureau a découvert Claire. Les RH ont appelé cela un conflit d'intérêts. Je n'ai plus rien. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis restée avec ce message vocal pendant un long moment, le téléphone contre mon oreille, rejouant la partie où sa voix s'est brisée sur le mot rien. Puis j'ai ouvert mon calendrier, j'ai vu la date entourée 3 semaines à l'avance pour mon prochain rendez-vous prénatal, et j'ai fermé le message vocal sans le rappeler. François a trouvé un avocat d'ici jeudi, exactement comme Paul l'avait prédit. Il s'appelait Marc Fournier, et sa première action a été une lettre m'accusant de retrait illégal de biens matrimoniaux et exigeant le retour immédiat de chaque article retiré de la maison. Paul m'a lu la lettre au téléphone, riant à mi-chemin. Il veut son canapé, a-t-elle dit. Je vais prendre plaisir à répondre à ça. Sa réponse, longue de 3 pages, comprenait le journal d'inventaire complet, la documentation de propriété et des copies des reçus d'hôtel, les relevés de retrait et l'itinéraire de l'aéroport avec le nom de Claire Dupont, le tout déposé comme pièce à conviction. Elle l'a envoyé le même après-midi. Le soir, François appelait ma mère. Il lui a dit que j'avais eu une dépression. Ma mère a dit, quand elle m'a appelé, inquiète. Il a dit, tu ne pensais pas clairement, que les hormones de grossesse t'ont fait faire quelque chose de drastique, qu'il avait peur pour le bébé, point. Je vais bien, maman, ai-je dit. Je n'ai jamais pensé plus clairement de ma vie. Il avait l'air vraiment contrarié. Bien. Il devrait l'être, ai-je dit.
Demandez-lui pour Claire Dupont. Ma mère est restée silencieuse au téléphone de la même manière que Daniel l'avait été. 2 jours plus tard, elle a rappelé pour s'excuser, ayant fait exactement ce que je lui avais dit, et ayant obtenu une histoire très différente de François quand elle a insisté. La prochaine action de François est venue par Marc, une demande formelle de médiation d'urgence, citant des préoccupations concernant la stabilité mentale de la mère comme motif de discussion de garde accélérée. J'ai lu le dépôt assise à ma nouvelle table de cuisine, la main posée à plat sur le papier comme si je pouvais empêcher les mots d'être réels. Il essaie d'utiliser le bébé, ai-je dit à Paul. Il essaie de vous faire peur, a-t-elle dit. Ça ne marchera pas. Chaque dépôt qu'il fait s'affaiblit dès que le juge voit votre documentation à côté de la sienne. L'instabilité mentale ne tient pas face à 40 pages de reçu. Elle avait raison, mais cela n'a pas empêché la peur de s'installer dans ma poitrine pendant 2 jours entiers. Ce week-end-là, François est apparu à ma nouvelle maison. Je ne sais pas comment il a trouvé l'adresse. Plus tard, j'ai appris que la parajuriste de Renata l'avait laissé échapper à Marc lors d'une demande de dossier, une omission que Paul a corrigée avec un appel téléphonique furieux. Il se tenait sur mon porche, mal rasé dans la même chemise qu'il avait portée lors du vol de retour. J'ai ouvert la porte juste assez pour que la chaîne le permette. « Pauline, s'il te plaît, a-t-il dit. Laisse-moi juste te parler. 5 minutes. Tu as un avocat, ai-je dit. Parle-lui. Je ne veux pas d'avocat entre nous, a-t-il dit. Je veux ma femme. Je veux que ma fille ait un père dans la maison. Tu l'as eu, ai-je dit, tu as choisi une chambre d'hôtel avec Claire à la place. Son visage a changé à son nom. Quelque chose entre la culpabilité et la colère. C'était une erreur, a-t-il dit, une seule erreur. Tu me punis pour une seule erreur. 6 jours sur un compte de fidélité hôtelier, ce n'est pas une erreur, François. C'est un schéma. J'ai les dates. Il s'est rapproché de la porte. J'ai reculé, gardant la chaîne tendue, et je lui ai dit que s'il ne partait pas, j'appellerais la police moi-même cette fois. Il est parti, mais non sans me dire, d'une voix basse et froide, que je le regretterais de lui avoir fait ça. Une fois que le bébé serait là, et que je réaliserais que j'avais besoin de lui. J'ai appelé Paul dès que sa voiture a démarré. Il est venu, ai-je dit, sans invitation. Il n'est pas parti avant que je ne menace d'appeler la police. Documentez l'heure. Prenez une capture d'écran de tous les SMS avant et après, a-t-elle dit. Nous déposerons une clause de non-contact dans l'ordonnance de garde cette semaine. Les juges n'aiment pas les visites impromptues pendant une procédure active. 2 jours plus tard, un autre problème a surgi. Celui-ci financier. J'ai trouvé un privilège déposé contre la nouvelle maison. La petite location que Paul m'avait aidé à louer, alléguant que François en détenait une propriété partielle par des fonds qu'il prétendait provenir d'un compte joint. C'était un bluff, mince et désespéré, mais cela a gelé ma capacité à apporter des modifications au bail jusqu'à ce qu'un juge l'examine. Il jette tout ce qu'il a dit Paul quand je l'ai appelée furieuse. C'est ce que font les gens quand ils perdent. Ils font du bruit. Nous le ferons rejeter en 1 semaine, mais c'est conçu pour vous effrayer, pas pour gagner. Cela a un peu fonctionné. J'ai passé 3 nuits sans sommeil, convaincu qu'un juge quelque part déciderait que François méritait la moitié d'une maison qu'il n'avait même jamais vue. Puis Denise m'a appelé. La femme de la soirée poker, celle que Paul m'avait dit de noter et de ne pas appeler. J'ai entendu ce qu'il t'a fait, a-t-elle dit. Je veux que tu saches quelque chose. Mon mari était au courant pour Claire depuis des mois. Il ne m'a jamais rien dit. Je l'ai découvert par un ami d'un ami la semaine dernière, en même temps que tout le monde. Je suis désolée, ai-je dit, le pensant. Ne le sois pas, a dit Denise. J'ai demandé le divorce hier. Je voulais te remercier. En fait, si tu n'avais pas fait éclater toute cette affaire, je n'aurais peut-être jamais rien découvert du tout. J'ai raccroché en ressentant quelque chose d'inattendu. Pas de culpabilité, pas de satisfaction, juste une étrange et tranquille solidarité avec une femme que je n'avais jamais prévu de connaître si bien. La prochaine action de François a été plus petite, plus mesquine.
Il a appelé le cabinet de mon obstétricien, se disant préoccupé par mon état mental et leur demandant de partager des notes de mes rendez-vous. Le cabinet m'a appelé immédiatement, confus et désolé, refusant de divulguer quoi que ce soit sans mon consentement, mais la tentative elle-même m'a laissée tremblante pendant 1 heure. Paul a déposé une plainte le même jour, l'ajoutant au dossier de garde grandissant comme preuve de harcèlement. Il me monte un dossier, a-t-elle dit. Chacune de ces actions va dans le dossier à côté des reçus d'hôtel. La semaine suivante, Marc Fournier a discrètement retiré la demande de garde pour instabilité mentale sans explication. Paul a soupçonné qu'il avait finalement vu le dossier de preuve complet et avait réalisé que cela rendait son client pire, pas meilleur. Chaque fois qu'il intensifiait, François a tenté une dernière chose avant la date de la médiation. Il a envoyé un email, long, décousu, alternant excuses et reproches, se terminant par une ligne qui m'est restée plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Je sais que je t'ai perdu le jour où je suis entré dans ce bureau avec Claire. Je n'aurais juste pas cru que tu me laisserais tout perdre le reste aussi. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transmis à Paul sans commentaire. Gardez celui-là, a-t-elle répondu. C'est pratiquement une confession. La date de la médiation est tombée un mardi, 3 semaines avant ma date d'accouchement. Nous devions toutes deux nous asseoir en face d'une table avec nos avocats et un médiateur nommé par le tribunal et enfin mettre un chiffre, un calendrier de garde et une fin légale à 11 ans de mariage. J'ai préparé mon dossier la veille, le vrai maintenant, épais de tout ce que Paul et moi avions construit depuis cet après-midi dans le café, et je l'ai posé près de la porte d'entrée où je le verrais en premier le matin. La salle de médiation était petite, moquette grise, une longue table, 2 pichets d'eau que personne n'a touchés. François était assis en face de moi avec Marc Fournier à ses côtés, tous deux en costume. La cravate de François était légèrement de travers comme s'il l'avait nouée dans la voiture. Il ne m'a pas regardé quand je suis entré. Paul a posé notre dossier sur la table avec un bruit sourd qui a fait regarder Marc à 2 reprises. La médiatrice, une femme nommée Ruth Leclerc, a commencé par les bases, division des biens, calendrier de garde, pension, langage standard jusqu'à ce que Paul fasse glisser la première pièce à conviction sur la table. 6 séjours documentés à l'hôtel, a dit Paul, facturés à un compte joint, coïncidant avec des voyages de travail prétendus que les RH de l'ancien employeur de Monsieur François ont confirmé n'avoir jamais existé. Marc a ouvert la bouche. François a posé une main sur son bras et l'a coupé avant qu'il ne puisse parler. C'est une campagne de diffamation, a dit François. Rien de tout cela ne prouve quoi que ce soit. La pièce 4 est un itinéraire imprimé pour une réservation de complexe, a dit Paul, faisant glisser une autre page, sous le nom de Monsieur François et le nom de Claire Dupont pour les dates exactes initialement réservées comme voyage prénatal pour sa femme enceinte. Silence. Ruth Leclerc a levé les yeux de la page, puis a regardé François. Contestez-vous ce document ? A-t-elle demandé. François a fixé la table. Non, a-t-il dit doucement. Alors passons à la discussion sur la garde, a dit Ruth. Marc a essayé un angle différent, arguant que François méritait un droit de visite substantiel malgré l'affaire, citant son implication dans la grossesse. Paul n'a pas élevé la voix. Elle a juste fait glisser un calendrier imprimé, chaque rendez-vous manqué surligné en rouge, 7 d'entre eux à côté d'une colonne marquée raison donnée. Déjeuner d'équipe, a lu Paul à voix haute, urgence client, golf avec un collègue. Monsieur François a manqué 7 rendez-vous prénataux prévus en 5 mois, y compris l'échographie anatomique de 20 semaines. La mâchoire de François s'est serrée. Je travaillais, a-t-il dit. Vous étiez dans une chambre d'hôtel avec Claire Dupont 3 de ces 7 fois, a dit Paul. Nous avons les reçus estampillés aux mêmes dates. Il n'a pas répondu à celle-là. Ruth Leclerc s'est tournée vers moi directement. Madame Dubois, que demandez-vous concernant la garde ? La garde physique principale, ai-je dit. Visite supervisée jusqu'à ce qu'il puisse montrer un modèle documenté et cohérent d'implication. Je n'essaie pas de l'effacer. J'essaie de la protéger de ce que j'ai vécu. Le visage de François est devenu rouge. Tu ne peux pas juste décider ça, a-t-il dit, la voix montant. C'est ma fille aussi. Elle n'est pas encore née, François, ai-je dit.
Et tu as déjà manqué cet rendez-vous et emmené ta petite amie à son voyage prénatal. Je ne décide rien. Tu l'as déjà fait. Marc a tenté d'intervenir sur la manipulation émotionnelle et l'intention punitive, mais Ruth l'a coupé, disant que la documentation parlait d'elle-même et a demandé aux deux parties de passer aux termes financiers. C'est alors que le calme de François a complètement éclaté. Tu as vidé ma maison, a-t-il dit, se levant à moitié de sa chaise. Tu as pris tout ce que je possède et tu m'as laissé un dossier comme si j'étais une sorte de criminel. Sais-tu ce que ça faisait de rentrer chez soi et de ne rien trouver? Oui, ai-je dit. Je sais exactement ce que ça faisait. Je l'ai ressenti le jour où je me suis tenue devant la fenêtre de ton bureau et que je t'ai regardé tenir une autre femme comme si elle comptait plus que l'enfant que je portais. La pièce est devenue silencieuse. Même Marc a arrêté d'écrire. François s'est rassis lentement, une partie de la couleur s'échappant de son visage. Je ne pensais pas que tu avais vu ça, a-t-il dit plus doucement maintenant. J'ai tout vu, ai-je dit. Les stores étaient à moitié ouverts. Je suis resté là pendant près d'une minute. Tu n'as même jamais levé les yeux. Ruth Leclerc a laissé le silence s'installer avant de reprendre la parole. Compte tenu de la documentation présentée, a-t-elle dit, je recommanderais aux deux parties d'examiner les conditions financières que Madame Dubois a exposées plutôt que de procéder à une audience contestée qui ne ferait qu'augmenter les coûts et retarder la résolution. Paul a fait glisser la proposition de règlement sur la table. Propriété complète du logement conjugal me revenant compte tenu de la négligence financière documentée. Un partage égal des comptes conjoints restants, moins les retraits liés au séjour à l'hôtel et à la montre, qui provenaient directement de la part de François. Garde principale, droit de visite supervisé en attendant un examen dans 6 mois. Marc s'est penché et a murmuré quelque chose à François. François a fixé le papier longtemps, les mains à plat sur la table, respirant lentement comme s'il essayait de rester immobile. Si je ne signe pas ça, a-t-il dit, sans lever les yeux. Que se passe-t-il? Nous allons à une audience contestée, a dit Paul. Tout ce qui se trouve dans ce dossier devient partie intégrante du dossier public. Chaque séjour à l'hôtel, chaque rendez-vous manqué, chaque euro, votre nouvel employeur, si vous en trouvez un, est libre de consulter le registre. François m'a regardé, puis m'a vraiment regardé pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Est-ce vraiment ce que tu veux, a-t-il demandé. Que ça se termine comme ça? Tu y as mis fin le jour où tu as réservé ce complexe, ai-je dit. J'ai juste fait en sorte que ça se termine sur papier, en plein jour, où tout le monde pouvait voir exactement ce qui s'était passé. Il a pris le stylo. Il a signé lentement chaque ligne comme s'il espérait que quelque chose l'arrêterait avant qu'il n'ait fini. Rien ne l'a fait. Quand il a posé le stylo, Marc a rassemblé les papiers sans un mot, et Ruth Leclerc a noté l'heure pour le dossier. Nous avons terminé ici, a-t-elle dit. François s'est levé le premier. Il s'est arrêté à la porte, une main sur l'encadrement, et m'a regardé une dernière fois. J'espère qu'elle te ressemblera, a-t-il dit. Pas à moi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé sortir, la porte se refermant derrière lui, et pour la première fois depuis des mois, la pièce m'a semblé appartenir entièrement à moi. Paul a commencé à ranger le dossier dans sa mallette, pièce par pièce, les mêmes documents qui avaient monté un dossier à partir de rien, mais de patience et d'un bloc-notes dans un café des mois plus tôt. Comment vous sentez-vous, a-t-elle demandé. J'ai posé une main sur mon ventre, j'ai senti le bébé bouger sous ma paume, et j'ai réalisé que je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais achevée, finie avec une version de ma vie qui avait coûté plus que je ne l'avais admis jusqu'à ce moment précis. Prête, ai-je dit pour la suite. Paul a souri, a fermé sa mallette et m'a dit que le règlement serait finalisé dans les 30 jours. Amplement le temps, a-t-elle dit avant la date d'accouchement. Je suis sortie de cette pièce grise et suis entrée dans un parking baigné d'une lumière du jour ordinaire. Et pour la première fois depuis le jour où je m'étais tenue devant cette fenêtre de bureau, je n'avais plus l'impression d'attendre que quelque chose de terrible se produise. Le règlement a été finalisé 19 jours après la médiation, plus rapidement que Paul ne l'avait promis. François a signé le dernier document par courrier. Il ne s'est pas présenté en personne. Il n'a pas appelé.
Je suis entrée en travail 11 jours plus tard dans la nouvelle maison, dans une chambre d'enfant avec un mobile qui avait autrefois été suspendu dans une autre maison et qui pendait maintenant au-dessus d'un berceau dans une maison qui était entièrement la mienne. Ma fille est née à 4h12 du matin, 72 heures. Et la première chose que l'infirmière a dite en me l'attendant, c'est qu'elle avait mes yeux et le menton têtu de ma mère. Rien de François, non pas que je cherchais. Je l'ai nommé Rosalie. Personne d'autre que moi n'a eu l'idée. François a appris la naissance par un SMS que j'ai envoyé via le bureau de Paul. Factuel, 3 lignes, pas d'invitation à visiter. Il a répondu un mot, félicitations. Il a essayé de planifier sa première visite supervisée 2 semaines plus tard, arrivant avec 15 minutes de retard au centre familial que Paul avait arrangé, les cheveux ébouriffés, s'excusant auprès du superviseur avant même d'avoir dit bonjour à sa propre fille. J'ai regardé à travers la vitre sans teint pendant exactement 4 minutes avant de ne plus pouvoir et j'ai demandé à être prévenu quand ce serait terminé. Il est venu à 3 autres visites le mois suivant. Il en a manqué 2, en a reporté une à un jour de conflit. Le superviseur m'a dit que c'était pour un entretien d'embauche qu'il n'avait pas obtenu. J'ai appris par Denise, que j'avais commencé à rencontrer pour le café toutes les quelques semaines à ce moment-là, que François avait eu 2 emplois depuis le divorce, les 2 se terminant en quelques mois. Les 2 fois après que des collègues aient découvert l'affaire et la maison vide et le dossier qui était apparemment devenu le sujet de conversation du bureau à 2 départements de distance. Claire Dupont a quitté l'entreprise peu après François, transférée dans une autre branche dans une ville à 1 heure de route. Denise m'a dit qu'elle avait entendu Claire se plaindre à une amie commune que François lui avait promis des choses qu'il n'avait jamais tenues, une vraie relation, un vrai avenir, rien de tout cela n'ayant survécu aux 6 mois après le début de son divorce. Daniel m'a appelé une fois de plus un mois après la naissance de Rosalie, me demandant doucement si elle pouvait venir voir sa petite fille. J'y ai réfléchi pendant 2 jours avant de dire oui. Elle est venue avec un petit cadeau, s'est assise délicatement sur mon canapé, et n'a jamais évoqué la maison vide ni demandé de pardonner à son fils. Je l'ai respectée pour cela plus que je ne m'y attendais. Renata m'a envoyé un bouquet la semaine de la naissance de Rosalie. Pas de carte, juste un mot qui disait « Félicitations, vous avez fait ce qu'il fallait ». J'ai gardé le mot dans le même tiroir où j'avais autrefois gardé un dossier de reçu d'hôtel derrière des pots de peinture. Paul est passé 6 semaines après la naissance. Affaires officielles, principalement des papiers à signer confirmant que la révision de la garde de 6 mois avait été repoussée à un an compte tenu des visites incohérentes de François. Elle a tenu Rosalie pendant exactement 90 secondes avant de me la rendre. Mal à l'aise comme le sont les gens qui passent leur carrière à côtoyer les pires jours des autres. Vous avez fait le plus dur, m'a dit Paul à la porte. Tout le reste n'est que de l'entretien. Elle n'avait pas entièrement raison. Il y avait encore des jours difficiles. Un versement de pension alimentaire manqué au 3e mois qui a nécessité 2 appels téléphoniques et un avis formel pour être réglé. Une fête d'anniversaire à laquelle François est arrivé avec 40 minutes de retard. Rosalie déjà endormie dans sa poussette à son arrivée. Un message vocal une fois à 2 heures du matin. La voix de François était pâteuse, demandant s'il y avait une chance, n'importe quelle chance que nous puissions réessayer. J'ai supprimé celui-là aussi, comme le premier, mais la plupart des jours n'étaient plus difficiles. La plupart des jours étaient ordinaires, ce qui, après cette année, ressemblait à sa propre sorte de victoire. Les courses avec Rosalie attachée à ma poitrine. Des siestes qui se produisaient vraiment. Une cuisine qui restait aussi désordonnée ou aussi propre que je l'avais laissée parce qu'aucun autre plat ne se retrouvait dans mon évier pendant la nuit. Au premier Noël de Rosalie, j'ai mis un petit sapin dans le coin du salon. Le même salon qui n'était qu'un parquet nu et des pas résonnants un an plus tôt. J'ai accroché une décoration de la vieille collection de ma grand-mère. La même que l'équipe de Renata avait emballée si soigneusement qu'elle avait survécu au déménagement sans une seule égratignure. Je me suis tenue là un instant, la décoration à la main, Rosalie babillant dans son transat à proximité, et j'ai pensé à la femme qui était restée assise sur un parking pendant 11 minutes, mémorisant le visage d'une inconnue à travers une fenêtre de bureau. Elle me semblait être quelqu'un que je connaissais autrefois plutôt que quelqu'un que j'étais encore. François a déménagé dans une ville voisine, finalement plus près de sa mère,
travaillant à un emploi que Denise décrivait comme moins important que celui qu'il avait perdu. Il appelle encore parfois, principalement pour confirmer les visites, occasionnellement pour demander comment va Rosalie d'une voix qui ressemble de plus en plus à celle d'un homme qui comprend exactement ce qu'il a gâché. Je ne le déteste plus. Je ne pense plus beaucoup à lui, ce qui a pris plus de temps à venir que la colère, mais est arrivé tout de même. Ce à quoi je pense quand je pense à tout cela, c'est le dossier, pas les papiers à l'intérieur. La demande de divorce, les photos, les relevés bancaires, tout cela classé et terminé. Maintenant, je pense au moment où je me suis agenouillée sur ce sol de cuisine nu et que je l'ai posé exactement là où il le verrait en premier. Je n'avais pas besoin de lui crier dessus. Je n'avais pas besoin d'une scène, d'une porte claquée, d'une confrontation publique devant ses collègues ou les miens. J'avais juste besoin d'un dossier, d'une maison vide et de suffisamment de patience pour laisser la vérité arriver selon ses propres termes. Être enceinte ne m'a jamais rendue faible. Cela m'a rendue calculatrice. Et quand François est finalement rentré dans cette maison, s'attendant à trouver sa femme attendant tranquillement dans la chambre, ce qu'il a trouvé à la place, c'est la preuve que le calme n'avait jamais signifié la faiblesse.